merci Bruno de vous livrer à cette confession. Alors, votre intitulé de fonction est un peu énigmatique. Vous êtes directeur Workplace Inspiration oui, chez Steelcase. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le métier de Steelcase, c'est de créer des expériences mémorables partout où le travail s'opère. Et donc, nous, on veut démontrer que l'espace et son aménagement a un effet sur les comportements. Et moi, mon métier consiste à faire vivre des expériences à des gens qui viennent utiliser des espaces que nous équipons pour qu'à la fin, ils disent « Waouh, moi j'ai envie de travailler avec vous ». C'est ça, mon métier. Alors, peut-être un mot sur Steelcase? Steelcase, absolument, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien. Donc, effectivement, Steelcase, c'est le premier en France, en Europe ou dans le monde pour l'aménagement des espaces de travail tertiaires, créant cette expérience, et également pour les lieux de transmission du savoir. Steelcase, c'est une entreprise centenaire. Je dis ça juste pour ajouter immédiatement que ça n'a pas forcément une grande importance. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir si on existera dans 100 ans. Et pour ça, la seule réponse à cette question, c'est l'innovation. Et donc, je parlerai un petit peu de design thinking. Je crois que vous m'interrogerez là-dessus. Steelcase, c'est 10 000 collaborateurs, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une des premières équipes au monde d'observation de l'homme au travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez nous qui sont payés uniquement pour regarder les autres travailler. Donc, c'est un super métier. Et de ça, on tire évidemment un certain nombre d'enseignements clés qui nourrissent l'ensemble de notre recherche, qu'on publie d'ailleurs, qui est totalement ouverte sur Internet. Voilà, et nos produits sont distribués dans le monde entier par 630 concessionnaires et servis depuis 23 usines, dont une très très grosse usine en France, en Lorraine. Et voilà, qu'on vous invite tous à visiter si vous le souhaitez, c'est toujours beau des usines. Alors chez Steelcase, vous êtes en proie à un challenge qui est de contrer des acteurs beaucoup plus low cost que vous, dans un marché qui est quand même largement drivé par le mobilier et d'une façon générale l'aménagement d'espaces low cost. Et pour ça, la clé, c'est l'innovation. Et vous venez de le dire, la méthode d'innovation qui a été adoptée depuis longtemps maintenant chez Steelcase, c'est le design thinking. De quoi s'agit-il? Alors, un petit mot sur l'histoire du design thinking, pourquoi on l'a adopté, parce qu'effectivement, c'est inscrit au plus profond de nos gènes, c'est qu'on en est un peu les inventeurs. Le design thinking a été inventé dans la Silicon Valley par une société de design qui s'appelle IDEO, qui appartenait à Steelcase. Et donc du coup, c'est utiliser la méthode des designers pour résoudre tout un tas de problèmes, mais qui n'ont plus forcément de lien avec l'objet lui-même. C'est une méthode d'innovation, c'est une méthode de création, basée sur des méthodes d'observation. Le cœur du design thinking, c'est l'observation. Et comme on en était un peu les inventeurs, évidemment, on a déployé ça dans toute notre organisation. Méthodologiquement, parce que c'est quand même une méthode qui est extrêmement rigoureuse, comment ça marche? Alors on n'innove pas à partir de rien, on innove toujours à partir d'une question. Et dans le design thinking, on a modélisé l'approche par le positionnement de ce qu'on appelle la question centrale. Et c'est très important parce qu'on n'innove pas comme ça, sur une page blanche. On va innover en essayant de répondre à une question. Donc il faut poser la bonne question. La question initiale, c'est super important. Je vais vous prendre un exemple que peut-être les générations X comme moi ou Baby Boomer connaissent. Pour les Y, je rappellerai qu'il s'agit d'une bande dessinée dont je vais parler. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Gottlieb. Et dans Gottlieb, il y avait Newman qui était allongé sous un pommier. Et il prenait une pomme sur la tête. Et donc on peut imaginer que s'il avait appliqué le design thinking, il se serait posé une question qui est « Pourquoi la pomme tombe-t-elle » Mais on peut élargir le champ de sa réflexion en posant une question centrale encore plus large. Et pourquoi la pomme ne reste-t-elle pas en l'air? De la question centrale, en fait, va naître finalement le bon point de vue. Donc on pose une question centrale, ensuite on va rechercher un maximum d'informations par l'observation. On va benchmarker tout ce qui existe sur le marché, partout autour de la planète. Une fois qu'on aura trouvé cette matière, qu'on aura récupéré des datas, qu'on aura récupéré tout un tas de faits, d'expériences, on va passer à une deuxième phase, après l'observation, qui est la phase d'analyse. Si j'étais cuisinier, je dirais que grosso modo, c'est le moment où quand je rentre du marché, je range dans les différents tiroirs de ma cuisine tout ce que j'ai acheté, trouvé au marché. Simplement pouvoir le réutiliser. Si j'ai un gros tas de données, mais que je ne sais plus où elles sont, finalement, je n'en fais rien. Donc la deuxième phase du design thinking, c'est de trier les données. Et ensuite, on va passer à une phase qui est une phase de synthèse, où là, on va faire des assemblages possiblement disruptifs. Imaginons que je sois allé faire mes courses au marché, que je veuille inventer un nouveau plat. Je vais peut-être, comme j'ai acheté plein de trucs au marché, puisque j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé au marché, je vais peut-être mélanger, imaginons donc que je sois pâtissier, je vais peut-être mélanger de la tomate avec du chocolat. A priori, ça ne s'est pas souvent fait, peut-être en Angleterre, je ne sais pas. Mais, et si c'est super bon,
j'aurais créé quelque chose de nouveau parce que je n'aurais pas hésité à assembler deux choses que d'habitude on n'assemble pas. Mais j'aurais pu le faire parce que j'aurais mis dans tous mes tiroirs différents objets et je n'aurais qu'à ouvrir les tiroirs pour créer des assemblages improbables, des assemblages nouveaux. Donc ça, c'est la phase de synthèse. Une fois que j'ai eu cette idée, je passe à la phase de prototypage. Je vais donc réaliser mon gâteau. Et la phase de prototypage amène le test. Donc je vais vous le faire déguster. Puis vous allez me dire, super bon. Vous allez me dire, Burke. Et à ce moment-là, par itération, je vais recommencer à travailler dans ma cuisine en reprenant d'autres réflexions casées dans d'autres tiroirs pour les assembler de différentes manières jusqu'à ce que le prototype soit bon. Et une fois que j'ai validé le prototype, l'ayant fait sur une base de données extrêmement large, je peux arriver à un point de vue qui répond à ma question centrale. Et là, je dis, la réponse à la question centrale, c'est ça. Et je peux aller voir ma direction, je peux aller voir les actionnaires, et je peux leur dire de façon certaine, la question que vous m'avez demandé à laquelle vous m'avez demandé de trouver une réponse pertinente, par exemple, comment assurer l'avenir de l'entreprise sur les 10 prochaines années, ben voilà, mon point de vue, c'est ça, et mon point de vue, il est solide. Il est solide parce qu'il est basé sur une réflexion large. Voilà, c'est pas au doigt levé. Il est solide aussi parce qu'il est basé sur l'observation. En ce moment, on parle beaucoup de co-création, c'est la grande mode. Demander aux consommateurs de participer au processus créatif ou disruptif. Et on sent bien que dans le design thinking, on ne se contente pas du dialogue, on va jusqu'à observer. Et on dépasse une proposition du consommateur. Alors ça s'est traduit par un certain nombre d'innovations, de disruptions. Vous nous direz si ce sont des innovations ou des disruptions chez Steelcase. Et en particulier, vous aviez envie de parler d'un produit très emblématique de ce que permet de faire le design thinking. Oui. Un produit qui s'appelle le Node. Absolument. Donc on s'est posé une question, on a imaginé un instant qu'on était professeur. Et on s'est dit, par exemple, si moi, Bruno... Voilà le Node. Voilà. Si moi, Bruno, je suis professeur, je me pose une question large. Comment enseigner des métiers à des étudiants alors que les métiers que je dois enseigner n'existent pas encore, en utilisant des technologies qui restent à inventer et en résolvant des problématiques qui ne se posent même pas encore. Donc évidemment, le métier de professeur, on voit que c'est quand même assez compliqué. Donc nous, je pose ça en souriant, mais il y a quand même un peu de vérité là-dedans, tout va tellement vite. Donc nous, on se dit, mais c'est quoi le bureau de demain, le bureau pour l'étudiant? Comment trouver un espace dans lequel il va faire tout ce que je viens de décrire, alors que je ne connais à peu près rien en termes de contenu? Donc on a fait effectivement une très grosse étude mondiale, on a observé beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs, on s'est aperçu que aujourd'hui, on utilise beaucoup les classes inversées, alors voilà, c'est peut-être utilisé dans ces bâtiments, où les élèves, lorsqu'ils se rencontrent, ils sont là pour partager et vérifier qu'ils ont acquis le savoir et qu'ils le mettent en pratique. Donc ça veut dire que le cours lui-même utilise de multiples pédagogies dans sa même heure, si on considère que le cours dure 1 heure. Donc il va falloir que le mobilier, le bureau, suive ces pédagogies, que ce soit un cours magistral, que ce soit des sous-groupes, que ce soit des modes de restitution qui théâtralisent ce qui est dit, que ce soit des modes de contrôle pour vérifier que le savoir est acquis. Voilà. Donc on voit bien qu'il va falloir que ce bureau, même si je ne sais pas exactement ce que je vais enseigner, il suive une multiplicité de pédagogies de manière extrêmement simple. Et donc on a inventé ça, le Node. Et je me souviens, on a lancé le Node en France, c'était il y a 2 ans, et donc on a montré ça. On a dit, voilà, ça c'est le bureau, c'est un bureau. Et les gens, ils ont dit, non mais vous êtes des grands malades, vous. Ça ne marchera jamais. On nous a dit, ça ne marchera jamais. Et 1 mois après, on a lancé un message à l'ensemble de l'organisation en disant, bon, écoutez, arrêtez de parler du Node, on va le mettre en repos là pendant 2 mois, parce qu'on vient de recevoir une commande au Mexique de 50 000 nodes. Et donc, le produit, ça ne marchera jamais. La première commande, on en a reçu 50 000 et les usines ont tourné plein de tubes, rien que pour servir les universités au Mexique. Donc, voilà. Donc là, c'était totalement disruptif. Parce que là, on a un produit qui a des caractéristiques, mais qui a aussi des usages. Donc c'est un produit qui gère la mobilité, puisqu'il est sur roulette. Par exemple, est-ce que les sièges dans les universités sont sur roulette? Si je veux de la collaboration, le minimum, c'est d'avoir des roulettes. C'est pas compliqué. Visiblement, non. Hein. Voilà. Donc, une roulette, ça devient hyper disruptif. Voilà. Ça paraît fou, ce que je suis en train de dire, mais si on veut accélérer les modes de transmission du savoir, par exemple, il faudrait mettre des roulettes sur les sièges. Alors, comme quoi, la disruption, c'est pas forcément technologique au maximum. C'est aussi parfois des choses qui ne se font pas, mais qui permettent d'accélérer ce qu'on cherche à atteindre. Par exemple, aux États-Unis, l'université Stanford nous a posé une question. Ils nous ont dit, bon, monsieur Steelcase, non, monsieur Steelcase n'existe pas. Enfin, bon, monsieur Steelcase, est-ce que vous pouvez nous aider à aménager toute notre université? On dit, oui, c'est quoi votre brief?
Ben nous, à Stanford, on voudrait que les élèves apprennent plus vite. Le seul brief, c'était la vitesse de la transmission du savoir. Effectivement, on a travaillé beaucoup sur la mobilité et sur le fait qu'on utilise toutes les structures verticales pour écrire. Ici, on pourrait écrire sur tous les murs. Enfin, ici aussi, on peut écrire sur tous les murs. La question, c'est est-ce qu'on peut effacer? C'est plus ça, la question. Donc voilà, c'était très disruptif et on est très fiers de notre produit qui commence à se déployer. C'est très amusant. C'est un lancement mondial et c'est un produit qui marche bien. Donc un produit pour lequel des designers, des ergonomes, des architectes sont allés observer les étudiants et les professeurs dans les lieux de transmission du savoir. Oui, parce que l'équipe d'observation de l'homme au travail est effectivement constituée de toutes ces professions que vous venez de citer, et donc les observe dans tous les pays, dans tous les continents. Et c'est les enseignements clés qu'on en retire, les fameux insights, qui vont nourrir toute cette réflexion. Si vous aviez demandé à vos clients quel est le siège ou le bureau, je ne sais pas très bien si c'est un siège ou un bureau, dont ils rêvaient, est-ce qu'ils auraient abouti à quelque chose d'approchant? Je pense pas, parce que c'était une surprise, en fait, ce siège. Moi, j'ai pas participé à sa création, donc quand je l'ai vu arriver, j'étais surpris, en fait. J'aurais jamais imaginé ça, en fait. Donc, je crois que l'innovation, elle a été longtemps drivée parce que les machines dans les usines avaient la capacité de produire, et ensuite on disait aux commerciaux, ben voilà, l'usine, elle sait produire ça, donc maintenant, on essaye de trouver un client pour l'acheter. Bon. Ensuite, l'innovation a été drivée par la marque. Il fallait créer des produits qui étaient conformes à la stratégie de marque. Et puis on est arrivé dans quelque chose qui est human-driven, où le cœur, finalement, de la réflexion, c'est l'humain. Donc effectivement, moi qui n'avais pas observé personnellement les lieux de transmission du savoir, j'aurais jamais imaginé cette solution-là. Mais là, on voit bien qu'ayant observé les gens, les pédagogies, les gens qui travaillent, les professeurs et les élèves, finalement, la réalisation était celle-ci. Je ne suis pas sûr que sans tout ce travail d'observation, tout le monde aurait pu imaginer ça. Je ne le crois pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, le design thinking, c'est une méthode qui peut s'appliquer à tout type de problématiques. Oui, tout. C'est-à-dire, on peut résoudre n'importe quelle question liée à l'innovation par le design thinking. Oui, absolument. C'est une méthode de résolution de problèmes en même temps. Donc on peut aussi bien avoir un problème de stratégie commerciale que de positionnement prix, que de réponse à un projet, c'est extrêmement large, que de problématiques logistiques, etc. etc. Ça s'applique, c'est une méthode de résolution de problèmes. Donc ça s'applique à tout. Le point de vue est solide, l'argumentaire est solide, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors quels sont les bénéfices du design thinking en interne? Quelle est sa perception auprès de l'interne et aussi des partenaires de l'entreprise? Alors, l'avantage pour nous d'utiliser cette méthode, c'est que tout le monde est homogène finalement sur la méthode, puisque le design thinking est utilisé par tout le monde. Donc quand on dit « Bruno, c'est quoi ton point de vue ?» Le point de vue, c'est le moment où on prend la décision après avoir réfléchi autour de la question centrale. Donc les mots ont un sens et tout le monde est aligné sur ce que veulent dire les mots. Donc ça, c'est un énorme intérêt pour Steelcase, c'est-à-dire qu'on gagne un temps considérable puisque tout le monde est aligné dans le processus créatif. On sait ce que ça veut dire. C'est quoi ton POV, ton point of view? Et alors on dit bah, « Mon POV, c'est ça ». Et voilà. Et donc voilà, ça nous fait gagner du temps, ça met tout le monde en cohérence sur un même discours, tout le monde comprend ce que tout le monde dit. Et pour les gens, nos clients finalement, avec qui on partage ça, l'autre jour, il y a un très gros groupe de BTP qui m'a dit Bruno, est-ce que vous pourriez organiser des formations pour former nos cadres au design thinking? Alors moi, évidemment, je suis tombé sur la tête. Puisque j'aurais dit, mais on n'est pas un institut de formation, nous, c'est pas notre métier. Alors ils ont dit, mais justement, c'est justement parce que c'est pas votre métier que ça nous intéressait que vous le fassiez, parce que vous utilisez ça. Alors du coup, on a monté une Learning Expedition à Strasbourg, c'est notre siège social international, et on a fait vivre une expérience à ce gros groupe. C'est très très intéressant. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est aussi une valeur de partage, on se retrouve là-dessus, et ça crée des expériences encore plus belles, parce que quand vous vivez une expérience hors sujet, j'ai envie de dire, avec un de vos plus gros clients, c'est sûr que ça renforce les liens, donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est une méthode d'innovation, de disruption, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi une méthode d'amélioration de l'existant, puisque vous en êtes déjà à la V2 du Node, oui. Toujours par design thinking. Absolument, c'est-à-dire que on peut dire que c'est le design par l'usage, cette fameuse innovation de troisième génération où on met l'humain au cœur de l'observation. Et donc une fois qu'on a créé le node, on continue à observer l'étudiant, le professeur, et on voit qu'il utilise de nouveaux modes pédagogiques, de nouveaux outils. Et donc effectivement, on les a intégrés. Et du coup, ça a créé un node de deuxième génération
Voilà. Donc déjà, Node, c'est un peu cosmique. Alors Node de deuxième génération, c'est encore plus cosmique. Vous avez dit tout à l'heure que ça contribuait à persuader l'interne, les partenaires, vos propres clients sont intéressés par la démarche. Les clients finaux, quelle est leur réaction quand ils savent que le produit a été créé en réponse à une observation du terrain? Ah bah les gens sont très intéressés. Alors comme on parle du Node, et puisqu'il s'agit de toute la communauté de transmission du savoir, eux ils sont très heureux de voir la démarche avec laquelle tout ça a été créé, parce qu'ils voient que tout ça est tout à fait sérieux. Même si à la fin certains nous disent « mais votre siège, on dirait un siège bébé », mais alors je vous garantis qu'il y a quand même des grands PDG des plus grosses boîtes de la planète qui sont assis dedans. Et c'est très drôle parce que... C'est vrai qu'il a un petit côté chaise haute, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mais ça a aussi un effet tout à fait extraordinaire, parce que j'ai assisté à ça, donc le PDG d'un très gros groupe qui rentre dans un bureau où il n'y avait que des nodes, il était très perplexe, et du coup la personne s'est levée en lui disant « Président, est-ce que vous voulez bien vous asseoir ?» Il n'avait pas l'habitude d'être assis là-dedans. Mais en 2 secondes, les rapports entre les gens ont changé, parce que l'objet a un impact sur le comportement. Et parfois, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous impressionne, c'est un grand professeur, etc., peut-être parfois vous n'osez même pas lui parler. Eh bien, l'organisation de l'espace, les objets qui vont servir à équiper cet espace vont aider les gens dans leur comportement pour collaborer et donc pour créer. On évolue dans un monde qui va très très vite. L'innovation est rapide, la disruption aussi. Certains grands groupes en ont fait les frais. Une des caractéristiques du design thinking, c'est qu'il permet d'innover vite, me disiez-vous. Oui, évidemment, nous, on est comme tous les industriels, on essaye de mettre nos produits sur le marché le plus rapidement possible. Donc, dès qu'on voit une idée consécutive à toute cette démarche d'observation, il faut que ça aille vite. Donc, pour que ça aille vite, il faut que les décisions soient prises vite. L'avantage du design thinking, c'est que ça permet d'avoir un point de vue qui est le moment où on prend la décision. Donc, on sait que c'est sérieux. Donc, ça accélère les processus de décision. Après, il y a tous les plans d'implémentation et donc de mise en œuvre de tout ce qui a des décisions qui ont été prises, mais le temps de la décision est raccourci. Et ça, c'est énorme. Ça va vite. Très bien. Votre prochain challenge en matière de disruption, sur quoi vous travaillez actuellement? Nous, ce qu'on veut, c'est dans cette économie de l'expérience dans laquelle on est et qui nous permet, nous, vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas du low cost, on essaye de mettre de la valeur. Donc derrière, ça nous permet de mettre du prix. Donc on essaye de faire vivre des expériences de plus en plus fortes. Et c'est ce sur quoi on travaille. Les expériences, les histoires dans lesquelles on va embarquer l'ensemble des clients pour qu'eux soient heureux, pleinement heureux. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, nous, sur les expériences. Ok. Il coûte combien le Node? Pas cher. C'est combien pas cher? Alors tout est relatif, mais c'est vraiment pas cher. Donc j'ai regardé sur Internet, il coûte 1 000 €. Alors là, c'est carrément donné, parce qu'il doit coûter, il coûte 250 €. Voilà. Ouais. Il coûte 250 €? Oui. D'accord. Donc 250 €, on est effectivement dans peut-être 300 avec les options que vous allez prendre, mais oui. 300 €. On est effectivement dans un produit qui est en entrée de marché, non? Pour un siège qui en même temps fait bureau. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, parce que comme le concept global n'existe pas, c'est toujours compliqué dans un appel d'offres. C'est-à-dire qu'on est contraint à un moment par des systèmes d'achat classiques. C'est pour ça que même quand vous arrivez avec un produit disruptif, il ne trouve pas sa place. Les achats sont quand même là. Oui. Okay. Donc s'il y a des acheteurs... Merci beaucoup. Alors, vous pouvez poser vos questions sur Vox Event. Il y en a quelques-unes. En particulier, Bruno, je voulais vous demander, est-ce que la disruption s'entend dans un sens global, ou est-ce qu'on peut finalement disrupter une partie de son modèle économique, la stratégie de distribution? Tout à l'heure, vous parliez d'expérience client, la communication. On parle beaucoup de disruption produit, mais ça peut être bien d'autres choses, la disruption. Oui, alors nous, on vient de
Mais je ne sais pas si le verbe disrupter existe. Je disrupte, tu disruptes. C'est une mauvaise, c'est un barbarisme en forme de néologisme, mais puisque c'est le terme de la journée. Voilà. Alors nous, on a donc un peu disrupté notre organisation, c'est-à-dire qu'on l'a rendue mondiale pour accompagner. Donc on est en avance par rapport à un certain nombre d'acteurs, mais par rapport à d'autres, on est dans le même moment, donc on n'est pas forcément premier là-dessus, mais on a quand même disrupté notre organisation où avant chaque pays avait l'ensemble de ses ressources propres, et aujourd'hui on a explosé les ressources dans le monde entier pour que le bureau d'études qui est en Roumanie travaille avec les équipes de Bar-le-Duc, etc. Donc on voit bien qu'en termes d'organisation, on a aussi créé un modèle qui nous est propre, hein, mais qui est totalement nouveau, quelque chose qui n'existait absolument pas il y a 10 ans. Donc les modifications d'organisation, oui, sont passées par une certaine disruption, avec un seul objectif, c'est d'être plus créatif, plus rapide, plus agile, voilà. Et d'être là dans 100 ans surtout. Y a-t-il des freins culturels, par exemple, puisque vous êtes un groupe mondial, à cette méthode et en particulier à la disruption? Moi, je dirais qu'il y a deux types de disruption. Il y a la disruption positive et la disruption négative. Donc, je vais m'intéresser qu'à la disruption positive. Enfin, il faut quand même faire attention que la disruption, elle ne mette pas la moitié de la planète sur le carreau. C'est quand même extrêmement important. Il y a une responsabilité des entreprises, me semble-t-il, qui doit être tenue. Voilà. Et la disruption, elle est d'abord la conséquence de l'observation d'un usage, puisqu'elle est centrée sur l'homme, puisque c'est les innovations qui ont lieu aujourd'hui. Donc voilà, on va créer un produit qui va répondre à un usage, voilà, et on va le faire si on considère que c'est positif, que ça va créer une nouvelle richesse, même si parfois ça détruit des pans, parfois assez larges d'un certain nombre d'activités, mais pour en créer de plus grands demain, c'est ça évidemment l'idée. Donc il faut que ça reste positif, dans une vue positive, me semble-t-il. Voilà. Votre définition de la disruption? Ben, je dirais que si je rentre dans un gros château, dans lequel il y a plein de pièces, donc plein de portes, chaque fois que j'ouvre une porte, je tombe dans une pièce. Et tout d'un coup, j'ouvre une porte, celle-là, elle est disruptive. Et elle m'emmène sur un univers absolument nouveau. Ça, c'est la disruption à l'intérieur du château. J'ai fait quelque chose de nouveau qui m'emmène ailleurs. Une expérience absolument nouvelle, que j'ai envie de parcourir. Le début de quelque chose. Voilà. La disruption, c'est presque neuf. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.